Bonsoir à tous. 12 organisations internationales ont leur siège à Monaco. Quelles sont leurs actions et leurs projets? Pourquoi ont-elles choisi de s'installer ici? Quels avantages pour elles? Quelles retombées pour la principauté? Coup de projecteur ce soir sur l'accord Ramoge, l'AMAD et World Athletics. Sans plus tarder, voici notre premier invité, Laurent Stefanini. Bonsoir Laurent Stefanini. Bonsoir Monsieur Borgna. Vous êtes ambassadeur de France à Monaco et actuel président de la commission Ramoge, une présidence tournante entre Monaco, la France et l'Italie. Revenons d'abord sur ce 19 mai 1976, lorsque l'accord Ramoge a été signé. Rappelez-nous d'abord le contexte. C'est un accord extraordinairement innovant, c'est-à-dire que pour 1976, il est vraiment en avance sur son temps. C'est le prince Régnier III qui en a été à l'origine. Il souhaitait que l'on traite des pollutions dans leur diversité sur cette zone particulière qui est la zone Ramoge et qui a donné son nom à l'accord qui était à l'époque entre Saint-Raphaël, Monaco et Gênes et qui s'est élargi et qui va maintenant depuis les Bouches-du-Rhône, depuis Marseille jusqu'à la Spezia, c'est-à-dire qui couvre l'ensemble de la région PACA, la principauté de Monaco et la région Ligurie. Et c'est le prince Régnier III qui a souhaité que le secrétariat permanent de Ramoge soit assuré par le gouvernement princier. Tout à fait. Il considérait, comme souvent, que les deux grands partenaires de la principauté de Monaco les plus proches, la France et l'Italie, soient en quelque sorte réunis à Monaco. Alors, ma particularité, vous l'avez dit, c'est que je suis actuellement président de la commission Ramoge pour 2 ans, pour un biennum 2023-2024, mais que je l'ai déjà été dans d'autres fonctions il y a 30 ans exactement. Donc, plus qu'un autre, je vois le développement, l'approfondissement, la sophistication en quelque sorte de cet accord sur 30 ans et le fait qu'il a rempli assez largement sa mission. Effectivement, que de chemin parcouru. Quelques mots, quelques chiffres pour résumer l'action de Ramoge. Au départ, Ramoge, c'était surtout la lutte contre les pollutions d'origine tellurique, c'est-à-dire ce qui arrive de la Terre. Et l'objectif majeur, c'était vraiment d'encourager l'aménagement de stations d'épuration. Et maintenant ? Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux zones maritimes, à la qualité des eaux, à la protection des espèces également. Surtout depuis l'adoption, il y a une vingtaine d'années, du plan Ramoge-Pol, les choses se sont énormément sophistiquées. Effectivement, parmi les actions, il y a cet exercice anti-pollution qui mobilise chaque année des moyens maritimes et aériens des 3 pays. Le dernier en date s'est déroulé en mai, au large de Toulon. Les équipes de Monaco Info étaient là. Le reportage de Vanessa Dessy. On vient de recevoir une instruction de la préfecture maritime qui nous demande de nous mettre aux ordres de l'OSC et de faire la police du plan d'eau si le trafic l'impose. 6h du matin, le centre des opérations pour la Méditerranée et le CrossMed reçoivent une alerte rouge de l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Une pollution est détectée, un navire suspect semble identifié. L'hypothèse d'un rejet illicite de fioul lourd est fortement envisagée. Le parquet de la juridiction du littoral spécialisé est donc saisi. Le déversement d'hydrocarbures est simulé par de l'écorce de riz, produit naturel et biodégradable. Avec des creux entre 80 cm et 2 mètres, l'exercice a été quelque peu perturbé par la météo. Les moyens aériens sont restés à terre, mais le plan de gestion de crise a tout de même pu être déclenché. La direction des affaires maritimes, déjà très engagée dans la lutte contre la pollution atmosphérique, était partie prenante du dispositif. La division de la police maritime et aéroportuaire, quant à elle, a participé à l'entraînement à bord de la vedette Princesse Gabriella avec un objectif précis. Lorsque les conditions météorologiques le permettent, c'est qu'elle se porte en avant. Elle a à son bord des drones qui lui permettent de renseigner les centres d'opération, que ce soit la préfecture maritime française ou italienne ou la nôtre, sur l'étendue de la nappe. Il a été créé au sein de la direction de la sûreté publique
une section de lutte contre les pollutions marines, qu'elles soient volontaires ou involontaires. C'est l'objectif, c'est s'entraîner et également tester aussi la chaîne judiciaire parce que sous l'égide du parquet général, nous avons donc mis en œuvre certaines formations pour pouvoir faire face à la lutte mais également à la poursuite. L'exercice Ramoche-Paul 23 aura donc permis de démontrer à nouveau les bénéfices d'une bonne collaboration et d'une excellente coordination des nombreux moyens français, italiens et monégasques. Et à la suite de cet exercice, les procureurs de la zone Ramoche se sont réunis pour discuter de la coopération judiciaire entre les 3 États en matière de pollution marine et atmosphérique. Que dit la loi? Que risquent les pollueurs? Et où en est la coopération? Ce sont des délits que de polluer et par conséquent, ils risquent des peines importantes financières, mais également des peines de prison. Il faut savoir que la zone Ramoche est une zone de très important trafic maritime. Vous avez à la fois de très grands ports, Marseille, Toulon, Gênes, Savone, et puis donc vous avez du trafic de marchandises. Vous avez aussi le grand yachting, qui est quelquefois pas très respectueux des réglementations en vigueur et qu'il faut surveiller. La zone qui va de Saint-Tropez à la Sardaigne et à Portofino est la zone la plus fréquentée au monde. Et enfin, vous avez également les navires de croisière qui relâchent régulièrement. Quand je disais que l'accord Ramoche est innovant, ça veut dire qu'il a créé un mouvement qui, aujourd'hui, s'étend à l'ensemble de la Méditerranée occidentale et même la zone sud, même les côtes sud de la Méditerranée. Et nous avions, lors de l'exercice du 10 et 11 mai, nous avions des observateurs de Tunisie, du Maroc, d'Algérie et même de Libye. Donc, chaque pays conserve sa compétence, et je rappelle que d'ailleurs la police maritime monégasque vient de se doter d'un moyen supplémentaire avec la vedette princesse Gabriella. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été notre invité. Merci, monsieur Borgna, de m'avoir invité. Et je dois dire que je suis très attaché à la commission Ramoche, dont je porte l'insigne qui a été distribué pour le 20e anniversaire en 1996. Merci. On va maintenant aborder une autre organisation dont l'histoire est liée à celle de Monaco. Il s'agit de l'AMAD. On en parle avec son secrétaire général, Jérôme Froissart. Bonsoir Jérôme Froissart. Bonsoir Monsieur Borgna. L'Association mondiale des amis de l'enfance fête ses 60 ans. Tout a commencé ici à Monaco. Racontez-nous. Tout à fait. Donc l'Association mondiale des amis de l'enfance est une des premières associations dédiées à la protection de l'enfance, qui a été cofondée par la princesse Grace, qui est actuellement présidée par la princesse Caroline de Hanovre. C'est une association qui a été créée bien avant l'adoption par la communauté internationale de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est une association qui est portée par une vision qui est toujours d'actualité, la vision d'un monde où tout enfant, quelles que soient leurs origines sociales, religieuses, culturelles, puissent vivre dignement, en sécurité, dans le respect de leurs droits fondamentaux. Vous nous rappelez les missions de l'AMAD ? Nous avons 3 expertises principales au sein de l'AMAD. Une première expertise, qui est cette expertise programme, de pouvoir identifier des problématiques qui touchent l'enfance, d'identifier sur le terrain des partenaires de mise en œuvre avec qui on va travailler pour illustrer ces programmes. L'AMAD est un peu un catalyseur de projets à impact. La deuxième expertise que nous avons, c'est la mobilisation des fonds auprès des donateurs. C'est de positionner un peu comme un tiers de confiance entre des donateurs qui souhaitent s'engager en faveur de l'enfance, qui ne savent pas forcément comment le faire, qui n'ont pas forcément l'expertise, le réseau pour le faire, et les associations que l'on soutient. Et la troisième expertise, c'est cette expertise de plaidoyer, je dirais, riche de notre expérience de terrain, des histoires que l'on suit, d'être en capacité d'illustrer de manière très concrète les solutions qui sont apportées et de donner la parole aux enfants. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez que les enfants n'ont pas d'ambassadeur et pour l'AMAD, c'est important de leur donner la parole. L'AMAD a fait le choix de ne pas intervenir directement, mais de soutenir des acteurs locaux. Pourquoi ? Tout à fait. Alors, on a fait un peu cette analyse des choses. Beaucoup d'associations sont à la fois acteurs de terrain, mais mettent en œuvre leurs projets et lèvent aussi des fonds auprès de donateurs. Et on a vu que ce genre de situation entraîne un certain nombre de biais. Donc nous avons pris la décision de ne pas être acteurs, directs, mais plutôt justement de faire le lien entre nos donateurs
et les associations, les partenaires que l'on soutient. On est persuadé que pour changer les choses, parce que l'AMAD veut changer les choses au niveau de l'enfance, les problématiques sur lesquelles on soutient, il faut s'appuyer sur des acteurs locaux forts, des acteurs qui connaissent les communautés, qui connaissent les problématiques et qui sont en capacité justement d'apporter des réponses. Et pour ça, l'AMAD fait ce travail d'identifier ces pépites sur le terrain et d'en faire des champions. Vous avez 5 programmes, dont un axé sur la dignité des femmes. Oui, ce programme Dignité pour les femmes est né d'une rencontre, de la rencontre de notre présidente, la princesse Caroline de Hanovre, avec des femmes en République démocratique du Congo qui étaient dans un camp de déplacés internes. Et ces femmes ont interpellé notre présidente sur leur situation. Il faut savoir qu'en RDC, le viol est utilisé comme arme de guerre. Donc ce programme a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de prévenir et de prendre en charge psychologiquement ces femmes victimes de violences sexuelles. Le deuxième est de permettre aux jeunes filles d'accéder à l'éducation secondaire, ce qui est primordial. Et le troisième est de permettre aussi aux jeunes filles qui sont scolarisées dans le collège d'accéder aux protections intimes. Autre exemple, sur le terrain, l'AMAD soutient aux Philippines l'association ACAI. Aux Philippines, 3 enfants sur 5 sont victimes de maltraitance et 1 enfant sur 4 de violences sexuelles. Depuis 23 ans, l'association ACAI leur vient en aide. Meron kaming kapitbahay na nag-rescue sa akin. May connection siya sa DSWD. Tapos nalaman niya dun sa bahay is may mga hindi magagandang nangyayari. Then isang gabi tumawag siya ng police para kunin ako. Tapos dinala ako sa isang center. Nagtagal ako ng 8 years. After ng 8 years, dun ko nakilala ang ACAI. Avec le soutien financier de l'AMAD, Sœur Sophie et son équipe soutiennent ces jeunes victimes d'abus, de prostitution ou d'abandon. Chaque jeune fille bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour se reconstruire et s'accomplir. Elle doit décider si elle veut ou pas participer à l'école de vie. Elle se prépare à l'autonomie, elle se prépare au monde professionnel, elle se prépare à prendre sa vie en main. Dans ce pays où plus d'1 million d'enfants vivent dans la rue et sont livrés à eux-mêmes, ACAI a développé un autre programme intitulé « Seconde chance » pour accompagner les jeunes délinquants en prison ou à leur sortie. Une antenne a aussi été ouverte à Marseille où sont menées des missions de prévention dans les établissements scolaires et de réinsertion après une incarcération. Fort de son expérience et de ses résultats, ACAI veut se développer pour donner une seconde chance à d'autres jeunes en difficulté. Un autre programme s'intitule « Énergie de l'espoir ». De quoi s'agit-il ? Alors ce programme est aussi né d'une rencontre sur le terrain. Il faut savoir que sur le continent africain, 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'énergie. Comment envisager un développement sans accès à l'énergie? Comment ces enfants peuvent accéder aux services de base? Donc ce programme a pour ambition de promouvoir l'accès à une énergie de qualité, abordable pour les enfants, qui sont les premières victimes justement de ce manque d'énergie. Le deuxième objectif est de promouvoir l'accès au digital, de renforcer la qualité de l'éducation à travers le digital. Et le troisième objectif est de permettre le développement d'une offre digitale adaptée aux enfants sur le continent africain. 2 autres chiffres interpellent sur votre site. 237 millions d'enfants de moins de 5 ans n'ont pas d'acte de naissance. 166 millions ne sont pas enregistrés à l'état civil. Quelles conséquences pour eux et comment vous pouvez les aider ? Alors, c'est ce qu'on dit des enfants fantômes, c'est-à-dire qu'ils sont des enfants qui n'ont aucune existence légale dans leur propre pays d'origine. Donc ça veut dire aucune possibilité de voter, aucune possibilité de se marier, d'exister légalement, et donc aucun accès aux droits fondamentaux de ces enfants. La première fois qu'un enfant s'aperçoit, ou les familles s'aperçoivent justement de cette problématique, c'est au niveau du passage de l'école primaire au secondaire. Et c'est comme ça qu'on a agi, par exemple, au Burkina Faso. Nous apportons une solution concrète avec les partenaires locaux, associations locales, avec le gouvernement burkinabé, pour mettre en place ce qu'on appelle des jugements supplétifs pour ces enfants-là, et puis développer une méthodologie qui permette ensuite de pouvoir être développée au niveau national. Comment sont financées toutes ces actions ? Alors l'AMAD, justement, n'est pas une fondation de redistribution. Nous devons mobiliser des fonds auprès de nos donateurs, que ce soit des donateurs privés ou des entreprises. Donc l'AMAD se situe comme un tiers de confiance entre ces donateurs qui veulent s'engager en faveur de l'enfance, qui veulent donner de l'impact à leurs dons, et notre connaissance du terrain, des problématiques et des acteurs locaux. Donc nous identifions des projets qui illustrent ces programmes, des projets à fort impact,
que l'on propose à nos donateurs. Votre ambition est de devenir un acteur incontournable de la philanthropie en Europe. Comment ? J'espère incontournable dans les années futures, l'avenir nous le dira. C'est vrai que ici à Monaco, on a ce cercle qui est propice justement à développer la philanthropie. C'est un travail qu'on a commencé à initier avec les banques, avec le secteur financier à Monaco. Les banques sont sensibles à l'offre. C'est en train de se développer, de se structurer. On a des produits de finance solidaire, on a des grands donateurs qui passent par leurs banques pour nous soutenir. Et fort de cette expérience-là, nous avons pour l'ambition justement de le développer à travers notre réseau en Europe. Et pour faire un don à l'AMAD, il suffit de se rendre sur votre site www.amad.org. Merci Jérôme Froissart d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous allons aborder l'émission d'une autre organisation internationale dont le siège est à Monaco. Voici Sébastien Coe, le président de World Athletics. Bonjour Sébastien Coe. Good evening. Ravi de vous accueillir dans ce studio, vous qui parcourez le monde toute l'année pour assister aux meetings d'athlétisme. Pourriez-vous d'abord nous présenter en quelques mots le rôle, les objectifs et votre vision de World Athletics? World Athletics is the international governing body for the sport. World Athletics, c'est l'organe de gouvernance de tous les sports d'athlétisme dans le monde. Nous régulons et faisons connaître le sport dans 240 pays. Et nous avons une mission simple, promouvoir le sport, encourager sa pratique et le rendre pertinent et sûr, notamment pour les jeunes. Nous devons inspirer la population avec des événements fantastiques comme l'événement Hercules à Monaco, qui est mondialement connu. Et nous voulons être des leaders au niveau mondial et être perçus comme la fédération internationale la mieux organisée. Voilà en quelques mots notre ambition et notre responsabilité. Avant de s'appeler World Athletics, l'IAAF avait son siège pendant 30 ans en Suède, puis 40 ans en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui a incité votre organisation à choisir Monaco en 1993 ? World Athletics et l'IAAF, telle qu'elle était connue à l'époque, a été fondée en 1912. Le premier président était suédois et il voulait donc que le siège soit à Stockholm, ce qui n'est guère surprenant. Le président suivant a été britannique et l'IAAF s'est donc installé à Londres. Et en 1992-1993, le marché est devenu très concurrentiel. D'autres villes souhaitaient que l'on déménage pour nous accueillir. Mon prédécesseur avait eu une très bonne relation de travail avec le prince Rainier III. Monaco a fait une offre formidable à l'époque et nous sommes ici depuis et nous sommes très heureux d'être ici. Quels sont les avantages pour World Athletics d'être dans un pays comme Monaco ? Tout d'abord, Monaco est de toute évidence une très belle ville. Et les membres du conseil d'administration sont ravis de venir ici. Et nous avons un personnel qui travaille très volontiers pour nous. Et puis Monaco, c'est non seulement une ville, mais c'est un pays très facile d'accès, c'est très central en Europe. Quand vous organisez un événement un peu partout dans le monde ou aux États-Unis, vous pouvez facilement venir et repartir. Et puis surtout, Monaco a une très bonne réputation par rapport au sport notamment. Les Monégasques aiment le sport et surtout l'athlétisme d'ailleurs. Son Altesse Sérénissime a d'ailleurs présidé de nombreuses fédérations de sport à Monaco et il a une relation très proche avec World Athletics. Alors, le siège se situe quai Antoine Ier, 14 départements, 99 employés de 31 nationalités, une grande diversité, une vraie richesse, j'imagine. Comment fait-on pour faire travailler toutes ces équipes ensemble ? Qu'est-ce qui les motive ?
Pour moi, c'est très important en tant que fédération internationale. Nous avons des responsabilités au niveau mondial. Il nous faut donc une organisation qui reflète le monde dans lequel nous vivons. C'est très important de pouvoir employer des personnes qui viennent de 6 grands continents, comme nous les appelons, dans notre fédération avec 240 fédérations nationales. Et nous avons près de 100 personnes qui viennent de 31 pays. C'est une preuve très claire, une bonne démonstration. En fait, je dirais que l'athlétisme est probablement le sport le plus représenté au niveau mondial et donc nous devons en apporter la preuve dans la façon dont nous travaillons et avec les gens avec lesquels nous travaillons. Une question d'actualité. World Athletics a confirmé l'exclusion des Russes et Biélorusses des compétitions internationales en raison de l'invasion en Ukraine. Seront-ils exclus aussi pour les Jeux de Paris ? Il faut se souvenir que la Russie a été exclue dès 2015 à cause de cas de dopage graves couverts par la Russie. To that ban, of course, that exclusion, was literally because of the illegal invasion of Ukraine. L'invasion de l'Ukraine prolonge cette première exclusion. Pour les Jeux de Paris, c'est au Comité olympique international de prendre sa décision, mais les fédérations internationales doivent déterminer si ces athlètes peuvent ou non se rendre aux JO. En tout cas, dans nos critères d'éligibilité, les athlètes russes et biélorusses ne peuvent pas être à Paris. Une dernière question, vous êtes double champion olympique, président du comité d'organisation des Jeux de Londres, aujourd'hui donc à la tête de World Athletics. Quel regard portez-vous sur la place du sport en principauté et sur les performances des équipes monégasques ? Well, first of all, in my time tout d'abord, je considère que Monaco est mon chez-moi depuis 2015. J'ai vu par exemple les meilleurs matchs de tennis, de basket, des concours d'équitation, des régates. Et puis il y a la Diamond League qui se déroule à Monaco. Nous avons des courses mondialement connues. C'est un pays qui comprend très bien l'importance du sport dans ce qui constitue une nation. Donc pour moi, pour une fédération internationale, Monaco est une évidence. Et personnellement, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir assister tout au long de l'année, à chaque fois que je suis à Monaco, à de grandes compétitions mondiales. Merci Sébastien Coe d'avoir été notre invité. Thank you very much indeed. À travers vos propos et ceux de nos autres invités, on comprend bien tout l'intérêt pour la principauté et pour les organisations internationales d'être ici à Monaco. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Monaco Info.